Je sais pas pour vous, mais en grandissant, le truc que je trouve le plus relou avec les shonen, c'est un peu le côté prévisible du genre. Dans le sens où malgré de bonnes idées, de bons personnages et même de beaux combats, c'est toujours un peu le même schéma scénaristique qui est adopté. Et c'est normal parce que les shonen ça vise un public d'adolescents. Mais moi personnellement, mes shonen préférés en grandissant, c'est ceux qui arrivent à incorporer des thématiques sérieuses dans leur intrigue. C'est un peu un équilibre entre le côté seinen et le côté shonen. Et ça, moi, c'est vraiment ce qui me fait kiffer, à l'image d'un Hunter x Hunter par exemple. Et selon moi, il y a un shonen moderne, nouvelle génération, t'appelles ça comme tu veux, qui est un peu dans la même veine que Hunter x Hunter, qui arrive à jongler entre les thématiques shonen et les thématiques seinen, avec vraiment beaucoup de pertinence et d'intelligence. Et je vais arrêter de faire durer le suspense parce que si t'as cliqué sur la vidéo, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de Chainsaw Man qui est selon moi une vraie masterclass dans le paysage des shonen. Wesh les frères, ça dit quoi, c'est Leven. Aujourd'hui on va parler de Chainsaw Man et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire sur ce shonen. Mais avant ça les refs, suivez-moi sur Twitch et Insta et surtout sur Twitch parce qu'on va réagir à plusieurs mangas et animés. Et si t'es fan de JoJo's Bizarre Adventure, mon frère, rejoins les lives parce que je vais recommencer depuis la partie 1 parce que je compte vous faire une analyse complète des 7 parties sur YouTube. Et pour ça, j'aurais besoin de ton aide pour me donner des idées, etc. sur Twitch. Donc mon frérot, si t'as envie de participer, là, hésite pas parce que ça va t'énerver, mon frérot. On est bon? Donc pour en revenir au sujet de la vidéo, comme je l'ai dit précédemment, Chainsaw Man, c'est un peu un shonen qui est dans la même veine que Hunter x Hunter, selon moi. Alors évidemment, on n'est pas là pour les comparer, etc. On s'en bat les couilles parce que ce truc de toujours comparer les œuvres, ça commence à bien faire. Sur l'idée, je pense que vous m'avez compris. Mais avant même de parler intrinsèquement de Chainsaw Man, il faut comprendre que moi, vraiment, je kiffe Chainsaw Man. Genre, c'est un truc, je trouve ça excellent. Et pourtant, sachez que j'ai commencé il y a 3 semaines. Hein. Et vous savez pourquoi j'ai commencé aussi tard l'œuvre? Parce qu'à force de voir des extraits sur les réseaux sociaux, de voir des gens en parler, la hype et tout, je sais pas comment dire, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, ça doit être encore être un truc où le mec il se transforme en tronçonneuse parce que j'avais que des extraits ça avec v'là le sang et tout. Je me suis dit, ah vas-y frère, voilà, je commencerai quand je pourrai poser mon cerveau et que j'aurai rien à faire. Et j'ai tout bêtement lancé l'épisode 1. Et déjà, les frères, faut parler de l'animation. La tête de ma bite, c'est un truc de fou. J'ai été surpris, mais d'une manière, moi je savais que l'animation elle était excellente, mais à ce point. Donc pour ça, on peut vraiment remercier le studio d'animation MAPPA qui pratique certes encore l'esclavage moderne, mais pour notre plus grand plaisir. À un moment, faut le dire, ma gueule, arrêtez de me faire les activistes, la tête de ma mère qu'on est content d'avoir des animés comme ça. Et force aux animateurs, ma gueule, parce que c'est hard, mais on a que merci les gars, vous êtes trop chaud, la tête de homme. Et donc avant d'aborder les aspects qui font que Chainsaw Man c'est une vraie masterclass pour un shonen, on va d'abord un peu recontextualiser, tu connais, pour se remettre dans le bain, c'est important finalement. Donc Chainsaw Man c'est un manga écrit par Tatsuki Fujimoto, et pour faire simple, Chainsaw Man ça parle d'un mec qui s'appelle Denji, et Denji c'est un mec, il a perdu ses parents, et son daron il avait v'là les dettes de fils de p*** envers la mafia. Et dans le monde de Chainsaw Man il y a des démons, et ces démons ils sont tués par les Devil Hunter. Et donc il y a différents niveaux de démons en fonction de la peur que les gens ils leur vouent. Par exemple, je sais pas moi, le démon de la mort il va être super fort parce que tout le monde a peur de la mort. Mais je sais pas moi, le démon du shit il va être nul vu que personne a peur du shit. En général, genre ça va, c'est pas trop flippant le shit, ma gueule, un petit mousseux, c'est pas... Et Denji, pour rembourser ses dettes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va devenir Devil Hunter pour la mafia. Donc après avoir risqué sa vie, avoir eu une vie dans la précarité et avoir tout perdu pour rembourser ses dettes, bah Denji va quand même se faire tuer par le parrain de la mafia avec laquelle il travaillait. Parce que le parrain, ce trou du cul, il a fait un pacte avec un démon, et ce démon, il la carotte et il a fait en sorte de ramener Denji dans un hangar, parce que le démon, il avait la haine des Devil Hunter à force de se faire persécuter par ces derniers. Donc dès l'épisode 1, Denji, il meurt. Sauf qu'avec le Denji, il y a un truc que je vous ai pas dit. Il vit dans une hesse, laisse tomber, Starfall, voilà, j'ai jamais vu ça. Le poteau, il mange du pain de mie au repas. Il savait pas que tu pouvais mettre des trucs sur le pain de mie, ça veut dire un niveau de hesse, laisse tomber. Même l'ONU a peu rien pour lui, miskin. Mais la seule baraka qu'il a eu dans sa vie, c'est de vivre avec un petit animal de compagnie. Donc c'est un démon. Mais ce démon, on sait pas pourquoi, il est inoffensif et il est faible. Ce qui sous-entend que personne n'a peur de lui. Et au moment où Denji, il est mort, où il s'est fait trucider, et il a été jeté comme une merde dans la poubelle, bah il a été exécuté avec son démon. Sauf que son démon, il a eu une goutte de sang de Denji, et les deux, ils ont fait un sort de pacte en échange du pouvoir de la tronçonneuse ou je sais pas quoi, genre c'est what the fuck en vrai au début. Et de là on suit les aventures de Denji qui a pas vraiment d'objectif dans la vie si ce n'est toucher des seins et baiser de la meuf, je crois, c'est ça en vrai son objectif. Bref, c'est un petit résumé pour recontextualiser la chose, mais comme j'ai coutume de le faire pour parler des œuvres, on va directement rentrer dans les détails en abordant en premier point les personnages, parce que selon moi, comme je le dis dans toutes mes vidéos, si les personnages dans une œuvre sont ratés, bah franchement l'œuvre a pu la merde. Tu peux, c'est une phrase, c'est une citation, tu peux la sortir quand tu veux. Et donc on voit ça tout de suite. Alors déjà pour parler des personnages, on est obligé de directement citer le protagoniste, donc le héros principal qui est Denji. Donc déjà pour parler de ce personnage qui est assez populaire avec lui, c'est qu'il prend un peu à contre-pied les grands héros du shonen. Quand t'es un héros de shonen, ton objectif dans la vie c'est de devenir Hokage, roi des pirates.
de devenir le plus fort, ou je sais pas moi, d'avoir un vrai objectif de baiser en mode t'as v'là l'ambition. Et ça c'est pour une simple raison, pour inspirer les lecteurs, pour leur inculquer l'ambition, Napoléon, tout ça. Sauf que Denji prend à contre-pied ce truc. C'est un mec, il a aucun code social, il a pas eu de parents, il a pas eu de repères, il a rien eu dans sa vie. La seule chose qu'il devait faire, c'était rembourser la mafia. Donc le mec c'est un vrai sauvage, il a aucun code social, il a jamais été sociabilisé. Et donc de ce fait, il a pas vraiment d'objectif dans la vie. Lui tout ce qu'il veut c'est une petite vie paisible. Manger des tartines le matin, avoir un toit sous lequel dormir et c'est tout. Sauf que Denji en tant qu'homme, il va découvrir la sexualité, chose à laquelle il n'avait jamais eu l'occasion d'avoir parce qu'il a jamais connu de femme de sa vie. Donc de là son objectif ça va être serrer de la meuf avant de mourir. Donc quand je dis serrer, ça va être toucher des bzaises, oui, toucher des fesses, ce que tu veux en gros. Et déjà son rapport à la sexualité, il va être un peu intéressant. Alors attention, quand je parle de son rapport à la sexualité, c'est juste que c'est la manière dont c'est dépeint dans le manga. On nous décrit un Denji qui a juste envie de faire l'amour et d'avoir des relations sexuelles avec des partenaires. Mais je pense que le sous-texte de ça, c'est surtout le fait que Denji, il a grandi sans ses parents. Et de ce fait, il a grandi sans sa mère et vu qu'il a pas eu de présence maternelle, il essaie de la combler avec la présence féminine. On peut notamment le voir avec Makima, où ils ont vraiment une relation bizarre, où on dirait c'est son gosse et on dirait elle c'est sa daronne. Après ça c'est mon interprétation de la chose, mais je pense pas forcément me tromper quand je dis que Denji il aime les femmes pour combler un manque. Je pense pour l'instant ça va. Mais moi ce que j'ai trouvé assez intéressant avec le personnage de Denji, c'est notamment son rapport entre le bien et le mal. Alors comme je l'ai dit auparavant, Denji il a jamais été socialisé, c'est un mec il est rustre de ouf. Et ça veut aussi dire qu'il a pas été totalement confronté à la notion du bien et du mal. Alors évidemment il a les notions de base, il sait que tuer un innocent c'est pas bien, et sauver une innocente c'est bien, mais il a pas forcément le syndrome du sauveur. Pour encore faire un parallèle avec Hunter x Hunter, c'est un peu un héros comme Gon, dans le sens où il va surtout suivre ses envies, suivre ses pulsions. Et ce type de héros, ce qui est bien, c'est qu'ils sont imprévisibles, ils arrivent toujours à nous surprendre. Parce que les autres héros de shonen qui ont le syndrome du héros, on sait toujours ce qu'ils vont faire. Ils vont privilégier le sauvetage, ils vont sauver tout le monde, etc. Et c'est ça que j'aime bien avec le personnage de Denji, son rapport entre le bien et le mal, il est assez flou. Mais il faut quand même dire les gars, sans vous spoiler, que le personnage il va pas être très développé, il va pas avoir une évolution de ouf. Et ça c'est un gros défaut du personnage, dans le sens où son côté naïf, débile, etc. avec tous les événements qu'il a vécu, ça va pas trop changer, je vais pas vous mentir. Après c'est un petit détail, mais qu'à son importance quand on parle du personnage quand même, et je tenais à le souligner. Alors pour ce qui est du personnage de Haki qui fait partie des protagonistes principaux, ou en tout cas au début de l'œuvre, c'est sûrement le personnage le mieux écrit et le mieux développé de la section 4. Donc avec le personnage de Haki, on est sur un personnage qui est en quête de vengeance. Il cherche à tuer le démon flingue qui a décimé sa famille quand il était plus jeune. Mais Haki, au-delà d'être un personnage en quête de vengeance, il a vraiment tout sacrifié pour cette vengeance. Il a sacrifié sa durée de vie, et dans sa quête de vengeance, il va aussi perdre l'amour de sa vie, et il va aussi au passage perdre son œil droit, mais bon vas-y ça nique sa mère, c'est un détail. Mais ce qui fait de lui le perso le plus humain au sens humaniste des trois protagonistes, c'est l'attachement qu'il va nouer vis-à-vis de Power et Denji. Parce qu'au fur et à mesure de l'œuvre, on voit que Haki, à l'image de Denji, il est un peu en train d'essayer de combler un manque avec Denji et Power. Et lui en l'occurrence, son manque c'est la famille qu'il va perdre à cause du démon flingue. Et ce semblant de famille va le retrouver en Power et Denji. Et attention spoil pour ceux qui n'ont pas fini la partie 1 de Chainsaw Man, mais tout ce que j'ai dit c'est confirmé quand Haki se dévoue pour se sacrifier et faire n'importe quel contrat avec Makima, tant que Denji et Power sont heureux. Et c'est pour toutes ces raisons que selon moi Haki c'est un des meilleurs personnages de Chainsaw Man, parce qu'avec lui on peut vraiment constater une évolution, notamment vis-à-vis de sa considération des possédés, parce qu'à la base Denji et Power ils étaient voués à se faire exécuter s'ils faisaient le moindre écart. Et au début Haki il appliquait cette règle à la lettre, mais au final il a fini par s'attacher à ces derniers, pour finir par se sacrifier pour eux. Et pour ce qui est du personnage de Power, on peut rapidement passer dessus, parce qu'en soi elle est plus conceptuelle qu'autre chose, dans le sens où c'est un peu une caricature d'elle-même, parce que alors oui c'est sûrement le personnage préféré des gens et c'est aussi le personnage le plus mémorable de Chainsaw Man je pense, parce qu'en général dans les œuvres japonaises, les filles quand elles sont décrites dans des œuvres, elles ont toujours soit le côté sexy, kawaii et tout ça, et pour le coup ce qui est bien avec Power c'est qu'à l'image de Denji c'est une sauvage. On la voit chier, on la voit faire n'importe quoi, elle est conne, elle est même dégueulasse à certains moments, et déjà rien que pour ça, rien que pour le fait qu'elle sort des standards du perso féminin dans les œuvres japonaises, c'est déjà pour moi une belle réussite. Et pour ce qui est de son développement, son écriture, etc., on peut notamment parler de sa relation qu'elle a avec Denji, qui va évoluer tout au long de l'œuvre de manière cohérente selon moi. Et attention, petit spoil pour ceux qui n'ont pas fini la partie 1, mais on peut vraiment voir le climax de cette relation au moment où Power, elle va venir cacher Denji dans une poubelle, au péril de sa vie, alors que Power en vrai en soi c'est un démon. Au début de l'œuvre, si elle avait eu l'occasion de bouffer Denji et de lui boire tout son sang, elle l'aurait fait sans hésiter. Et donc c'était assez touchant de voir Power qui prenait soin de Denji au péril de sa vie, vu que faut le rappeler quand même, mais c'est Denji qui a pris soin de Power tout au long de son traumatisme qu'elle avait vis-à-vis du démon de l'ombre là dans l'arc de l'enfer. Et donc c'est pour toutes ces raisons que Power, j'estime que c'est un bon personnage qui est très mémorable pour le coup, mais en soi intrinsèquement en termes de personnage, de développement, de tout ça, c'est pas un truc de fou. Mais moi perso j'aime bien ce personnage, donc t'as vu, je vais pas trop cracher dessus, on va vite passer à la suite. Et c'est sûr que quand on parle de personnage dans Chainsaw Man, on est évidemment obligé de parler de Makima.
Alors si j'omets le fait de parler des antagonistes de Chainsaw Man, c'est pour une simple et unique raison, c'est que malheureusement selon moi il n'y en a pas beaucoup qui sont marquants dans Chainsaw Man. Alors évidemment en tant qu'antagoniste on a des bons personnages. On peut notamment citer Reze, que j'ai trouvé assez pertinente, intéressante, malgré le fait qu'elle soit pas tant développée que ça. Je suis obligé de la mentionner parce qu'en soi elle est quand même marquante, bien que ça soit pas une dinguerie, mais en dehors de elle, que ça soit le démon Lame ou le démon Père Noël, bah ils sont pas tant marquants que ça, enfin il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur eux. Ils sont mid, ils sont un peu sans profondeur. Et je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes d'accord quand je dis ça. Et à défaut de pas avoir beaucoup d'antagonistes marquants dans Chainsaw Man, il y en a quand même un qui est une putain de masterclass dont on est obligé de parler, c'est évidemment Makima. C'est vraiment Makima qui est la MVP des antagonistes, hein. Franchement niveau antagoniste, alors autant on en a pas beaucoup dans Chainsaw Man, mais le fait qu'on en ait un seul qui soit autant une masterclass, ça rattrape un peu le manque d'antagonistes dans Chainsaw Man. Alors évidemment, énormément de choses à dire sur Makima, elle mérite une vidéo à elle toute seule. C'est un personnage intriguant qui a été introduit comme quelqu'un de bienfaisant, hein, faut le rappeler, quand elle vient sauver Denji, on a l'impression que c'est un ange, que c'est la bienfaitrice de Denji et que Denji la voit comme telle en plus. Elle la voit un peu comme les gens voyaient Jeanne d'Arc au Moyen-Âge. Mais malgré ça, il y a toujours eu un truc bizarre avec Makima. Déjà, elle commence par appeler Denji son chien. Déjà en soi, c'est un peu bizarre, mais c'est surtout sur le côté non-verbal du personnage qu'elle est intrigante. Dans le sens où en la regardant, Makima, c'est un personnage qui sourit constamment. Mais même en souriant, on a l'impression qu'elle a zéro émotion. Il peut se passer n'importe quoi devant elle, elle va toujours sourire. Donc il y a vraiment quelque chose d'envoûtant, de dérangeant avec ce personnage. Mais vu que j'ai envie que cette vidéo soit accessible à beaucoup de gens, parler de Makima sans spoiler, c'est assez compliqué. Donc je vous invite vraiment à lire la suite des événements pour comprendre le personnage de Makima. Et on peut le dire en soi, c'est un des meilleurs antagonistes de sa génération. Je pense que je me mouille pas trop en disant ça, mais c'est assez dur de parler d'elle sans spoil les gars, donc comme je vous l'ai dit, lisez les scans et si vous voulez une vidéo, dites-le moi les refs. Mais maintenant, on va aborder quelque chose qui selon moi m'a beaucoup plu dans l'œuvre et m'a beaucoup marqué. C'est un peu le côté imprévisible de Chainsaw Man. Et là vous vous dites qu'est-ce qu'il raconte, comment ça imprévisible? Bah mon frérot, on voit ça tout de suite. Alors en général, la critique qui est souvent faite vis-à-vis des shonen, c'est notamment le fait qu'il y ait zéro personnage qui meurt dans les shonen. Ou en tout cas que ça soit que des personnages qui n'ont pas vraiment d'importance ou des personnages dont l'arc narratif est vraiment fini, donc se les tuer ça a vraiment pas beaucoup d'importance. Et chose sur laquelle je rejoins les détracteurs, je suis désolé les gars, mais franchement, quand les personnages meurent jamais ou qui sont réincarnés par je ne sais quelle raison, ça casse un peu le côté dramatique, les enjeux, etc. d'une œuvre. Mais dans Chainsaw Man, le nombre de personnages qui meurent, c'est indécent. Dans le sens où dans cette œuvre, personne n'est à l'abri. Rien que dans la saison 1, il y a énormément de morts. Et le fait que plein de personnages meurent, et qui meurent réellement, faut le préciser, bah ça intensifie l'immersion du lecteur ou du spectateur, ou en tout cas pour moi, dans le sens où si n'importe quel personnage peut mourir, l'effet de surprise va toujours être présent. Et attention, petit spoil encore une fois pour ceux qui n'ont pas fini la partie 1, décidément les gars, faut vraiment finir cette partie si vous voulez regarder cette vidéo. Mais quand Bim il meurt, quand le démon de la violence il meurt, etc., mais moi je m'y attendais pas. Genre je me suis dit, il va sûrement se passer un truc, il va y avoir un portail interdimensionnel dans l'arc de l'enfer où ils vont tous sortir ou je ne sais quoi. Pas du tout. Les personnages ils sont tous morts, il y en a qui sont traumatisés. Et franchement les gars, si je mets un point d'honneur sur cet aspect là, c'est que vraiment ça m'a fait du bien de lire un shonen où il y a autant de morts. Le mec il s'énerve tout seul. Mais attention, le fait qu'il y ait beaucoup de morts dans Chainsaw Man, c'est quand même à nuancer, dans le sens où certes ça rajoute un vrai poids scénaristique, t'as l'impression que tout le monde va mourir, tu peux être surpris à tout moment, mais ça interrompt le développement de certains personnages, dans le sens où il y a des morts qui sont arrivés beaucoup trop vite vis-à-vis d'un personnage. On n'a pas vraiment eu le temps de s'attacher à lui, ou de vraiment connaître toute sa personnalité, toutes ses facettes, etc. Alors oui, beaucoup de morts c'est bien, mais il y a des morts qui sont un peu trop rushées dans Chainsaw Man. Et je tenais à le dire parce que c'est quand même important de nuancer, malgré le fait que selon moi les morts, ça soit plus une force en la faveur de Chainsaw Man qu'un défaut de l'œuvre. Mais, ma gueule, t'as vu, je l'ai dit frérot, j'ai nuancé, ça veut dire j'ai un avis critique en aval. Hey, hey. Et pour ce qui est de l'autre aspect imprévisible de l'œuvre, là ça va vraiment être personnel. Et les gars, encore une fois, si vous avez pas lu la partie 1, vous pouvez passer cette partie, désolé frère, wallah les gars, Mais quand Makima nous a donné plus de détails sur le démon flingue, moi je m'attendais à ce que ça soit un boss de fin, un grand méchant que les protagonistes ils vont combattre parce qu'il est super fort, etc. Sauf que non, le contre-pied fait, il a vraiment été intéressant. Dans le sens où Makima nous dit direct, le démon flingue il a déjà été terrassé, et les pays entre eux ils se divisent les parties de ce démon pour la production d'armes, etc. Et donc à la place d'avoir fait du démon flingue un personnage qui est un boss final ou un grand méchant, Fujimoto il a préféré utiliser ce personnage en tant que concept, dans le sens où c'est un peu une dissuasion nucléaire, le démon flingue. Mais aussi on voit les méthodes employées par les différents pays. Quand le président il fait un pacte avec le démon flingue, où il sacrifie un an de vie de tous ses citoyens pour réveiller le démon flingue, franchement j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Et pour le prochain point qu'on va aborder rapidement, c'est évidemment la géopolitique qu'il y a dans le monde de Chainsaw Man. Je pense que vous l'avez pas loupé en lisant l'œuvre, ou même ceux qui n'ont pas lu les scans, qui ont juste vu le film avec Reze, vous avez pu constater que dans Chainsaw Man il y a vraiment une approche géopolitique qui est mise en avant. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, notamment dans l'arc de l'enfer, où vu que les affrontements entre Denji et Reze ils avaient fait beaucoup de bruit dans le monde, ça avait été filmé, ça avait été diffusé partout, et de ce fait tous les pays du monde ils ont eu l'occasion de voir le démon tronçonneuse à l'œuvre, et ils voulaient tous se l'accaparer, donc Denji à ce moment là c'est devenu un enjeu politique et diplomatique. Tous les pays voulaient le capturer et donc ils ont envoyé leurs Devil Hunters respectifs, et par le biais des Devil Hunters envoyés par les différents
différents pays, on arrive à peu près à faire un schéma de la situation politique dans Chainsaw Man. Et je trouve que cet aspect géopolitique dans Chainsaw Man, il apporte une vraie profondeur à l'œuvre. Alors évidemment, faut apporter de la nuance. Ça va pas être tant développé ni approfondi que ça. Mais malgré ça, pour moi, ça reste quand même pertinent. Surtout comme je l'ai énoncé précédemment avec l'utilisation du démon flingue qui va plus être un objet politique, un sorte d'enjeu de dissuasion nucléaire qu'un simple boss final un peu générique. Enfin bref, on n'est pas à Sciences Po, je vais pas vous casser les couilles avec les trucs diplomatiques et tout. Mais quand c'est abordé avec parcimonie, etc., c'est vraiment pas mal. Et maintenant qu'on a vu ça, on va rapidement aborder le système de démons et le système de pacte que j'ai beaucoup apprécié dans Chainsaw Man. Et on voit ça tout de suite. Alors déjà, l'utilisation des démons, des yokai ou des trucs comme ça dans les shonen, c'est le truc le plus saturé au monde. Limite c'est gaguesque de faire une œuvre avec des démons, etc. Genre c'est le truc le plus fait de l'histoire, de l'univers des shonen, c'est vraiment abusé. Mais alors le système de pacte avec les démons, j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Dans le sens où dans cet univers, tous les démons, ou en tout cas la majorité d'entre eux, c'est vraiment des menaces pour les humains, dans le sens où il n'y a pas de terrain d'entente. Ils sont juste là pour faire des pactes avec les humains et les bouffer. Et donc ce qui est intéressant, c'est que faire un pacte avec les démons, déjà ça rajoute un peu une dimension occulte à l'œuvre, et moi j'aime beaucoup ça. Mais c'est surtout ce truc de devoir sacrifier quelque chose qu'on possède pour avoir accès aux démons que je trouve intéressant. Parce que déjà ça permet de démontrer la détermination des Devil Hunters de vouloir éradiquer les démons. Même si c'est pas dit dans le manga et que c'est pas un enjeu principal, l'éradication ou en tout cas l'élimination des démons c'est quelque chose de très important pour protéger la population ou protéger ses proches. Et ici on peut notamment citer la scène où Aki décide de faire un pacte avec le démon du futur. En sachant que Aki lui reste 2 ans à vivre, il décide quand même d'encore sacrifier quelque chose pour avoir accès à un pouvoir. Mais ce qui est vraiment intéressant avec les démons dans Chainsaw Man, c'est surtout le fait que leur puissance soit liée à la peur que leur vouent les humains. Là vous allez me prendre pour un gros gamin, mais j'ai pas tant d'arguments à vous dire que ça, en fait je trouve ça juste super stylé. Genre pour prendre l'exemple le plus parlant, le démon du flingue. Tout le monde a peur des armes à feu, genre je te braque, tu vas te pisser dessus. C'est normal, c'est une réaction naturelle. C'est une peur universelle. Et qui dit universel dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des flingues, la majorité de l'humanité. Et ça permet de justifier le fait que quand le démon flingue il se manifeste, bah il élimine 1 million de personnes en un claquement de doigts. Et le seul petit problème que j'ai relevé par rapport aux démons dans Chainsaw Man, c'est qu'en vrai l'œuvre met pas assez l'accent sur leur origine, sur leur fonction, etc. Alors peut-être que dans la suite du manga ça va être développé, mais en tout cas en l'état des choses et là où je me suis arrêté dans le manga, bah c'est pas tant développé que ça, on a l'impression que c'est pas forcément un enjeu. Genre pourquoi le démon tronçonneuse c'est le plus fort, c'est le plus flippant, etc. Pourquoi tous les démons ils ont peur de lui. Genre plein de trucs comme ça où en vrai on n'a pas vraiment la réponse et le manga cherche même pas à y répondre. Et même plus généralement Chainsaw Man a ses limites, il y a des aspects qui sont vraiment... Et on voit ça tout de suite, je pense que t'as compris ce que je voulais dire par... Alors déjà premièrement dans Chainsaw Man, les combats ils sont vraiment pas ouf. Parce que les combats ils sont trop bourrins, ils sont pas axés sur la stratégie. Alors oui vous allez me citer l'exemple du combat entre Denji et le démon lame, mais avec tout le respect que je te dois mon frérot. C'est un peu sorti de nulle part ce truc de tronçonneuse qui sort de la jambe ou je sais pas quoi. Et en plus de ça c'est pas forcément un argument parce qu'avoir un exemple d'un combat à peu près stratégique dans un manga c'est pas pour dire que les combats sont bien, non. Alors attention, moi-même je kiffe les combats qui sont pas forcément stratégiques, hein, je suis pas un casse-couille. Mais faut reconnaître que quand il y a un peu de stratégie, un peu de tactique, bah t'arrives un peu mieux à comprendre les combats, t'es un peu plus immergé. Alors que dans Chainsaw Man c'est juste grand coup de tronçonneuse, ah le démon patate, nique ta mère, ça y est frère. Je trouve limite ça sort un peu des combats. Genre tu regardes le combat parce qu'il est bien animé, mais en même temps tu peux faire la vaisselle et tout, genre tu rates rien en vrai, y a pas de dialogue, c'est juste Et le fait que les combats soient pas ouf, c'est notamment dû aussi au manque de système de pouvoir dans Chainsaw Man. Alors oui, je vous l'ai dit auparavant, le truc de pacte avec les démons, moi je kiffe. C'est stylé en vrai, moi vraiment j'aime beaucoup ce truc de pacte. Mais en vrai ça repose sur pas grand chose. Dans le sens où si j'ai bien compris, tu dois sacrifier des trucs de ouf pour être fort. T'es fort que par les pactes que tu passes avec les démons. Et du coup j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi tous les Devil Hunters, ils sont pas en train de faire des pactes de fils de avec des démons d'enculés. Alors vous allez me dire oui mais ça dépend de... Frérot, si t'es Devil Hunter tu risques ta vie tout le temps, autant faire un pacte de baiser même si tu niques ta vie parce que tu peux faire caissier aussi dans Chainsaw Man. Et t'auras une vie tout aussi tranquille à peu près, bon tu vas te faire tuer par un démon mais au moins t'as une vie paisible alors que Devil Hunter frère, autant faire un pacte de ouf. Alors autant l'échelle des puissances entre les démons on arrive à peu près à la cerner, mais entre les Devil Hunters c'est un peu plus compliqué. Et là dernier petit problème qui est vraiment personnel, genre il y a que moi qui pense ça dans le monde je pense. Mais le manga, déjà pour moi dire qu'il est mal dessiné c'est un peu faux. Les gens ils disent ça en général sur Chainsaw Man, moi je trouve que ça va. C'est pas ça qui me choque mais c'est un peu le découpage des fois, ça va tellement vite, waouh. J'arrive pas à comprendre, t'es désorienté des fois vraiment les gars, il y a trop d'infos, ça passe trop vite. Genre un personnage il meurt en 2 pages. Alors personnellement je préfère que le rythme soit très rapide, qu'il soit très lent, mais il faut quand même souligner que quand le rythme est très rapide, il y a beaucoup de trucs qui sont chiants en fait. Surtout le fait que t'es désorienté, t'arrives pas à comprendre tout ce qui se passe. Après peut-être que c'est que moi qui suis con, et c'est sûrement le cas. Mais en tout cas je trouve que le découpage et le rythme dans Chainsaw Man, mais qu'est-ce qui est rapide, oh là là. Et du coup en lisant l'œuvre t'es un peu désorienté, il te faut quand même une petite review à côté pour comprendre ou un petit résumé, ou même lire plusieurs fois le chapitre, et c'est quand même un peu chiant. Enfin bref, malgré tous les défauts qu'il y a dans Chainsaw Man, on peut certainement pas lui enlever toutes ses qualités, que ce soit les prises de risque avec les nombreux personnages qui meurent,
avec le fait d'aborder l'œuvre avec des angles assez originaux, comme par exemple l'aspect géopolitique, comme je l'ai énoncé précédemment, et c'est selon moi toutes ces qualités qui font de Chainsaw Man un vrai bon vent d'air frais dans le monde du shonen. Et malgré ses nombreux défauts et ses nombreuses limites, on peut quand même considérer Chainsaw Man comme un des meilleurs shonen de sa génération. Et pour ça, on peut vraiment remercier Tatsuki Fujimoto. C'était Leven, merci d'être resté jusque là les frères, restez branchés sur Twitch, on s'attrape très vite, à la semaine prochaine.